La RDC Pays Solutions, qu'est-ce qu'on doit retenir de la participation du pays? Bon, ce qu'il faut retenir de la participation de la République démocratique du Congo à la COP27, c'est la volonté d'un pays qui a clairement exprimé au monde, premièrement, son ambition de participer aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique, tel que nous le demande l'article 3 de l'accord de Paris, que les pays soient de plus en plus ambitieux. Et la RDC n'a pas été économe en termes d'ambition. Ses ressources naturelles, sa population, sa politique, son gouvernement, sa biodiversité, tout ce qui est RDC a dit oui à la lutte contre le changement climatique. Cependant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que s'il y a eu changement climatique, c'est parce qu'il y a eu des causes derrière. Et ces causes, elles sont essentiellement économiques, parce que c'est l'industrialisation. Et cette industrialisation a bénéficié à un groupe d'États qui continue encore à en bénéficier et à qui le cri d'alarme que la planète est en train de lancer, c'est « Sauvez-moi ». Faites tout pour renverser la vapeur. Et la RDC a rallié sa voix à la voix de la planète pour demander aux pays pollueurs, aux pays qui ont bénéficié du changement climatique pendant 200 ans, de pouvoir penser aussi aux autres. Ça veut dire que la RDC va protéger ses ressources qui sont cruciales au changement climatique, à la lutte contre le changement climatique, mais à quel prix? Parce que ne pas couper un hectare de forêt, ne pas l'exploiter, ça a un prix. En économie, ça s'appelle le coût d'opportunité. Ce que j'aurais pu gagner en exploitant la forêt, je suis obligé, moi la RDC, de renoncer à cela. Mais il faut qu'il y ait une compensation, même symbolique. Et ça, c'est la partie la plus faible du système climatique mondial actuellement. Et c'est ce qu'il faut corriger. Donc, ce qu'il faut en dernier lieu retenir de la participation de la RDC, c'est la voix du gouvernement qui a été représentée au plus haut niveau par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, et portée sectoriellement par son Excellence, Madame la Vice-Première ministre en charge de l'Environnement, Eve Bazaïba, tous sous le leadership du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait du changement climatique l'une de ses priorités. Le monde l'a entendu, le monde l'a accepté et c'est vrai. Et aujourd'hui, vous avez vu l'engouement que le pavillon de la RDC a eu. Nous avons reçu un feedback de la part des journalistes ici à la COP qui ont dit que c'est l'un des pavillons qui a été le plus en activité. Et c'est vrai, vous pouvez le constater et le témoigner vous-même. C'est parce que la RDC a voulu faire entendre sa voix. La RDC a voulu dire au monde que nous existons aussi avec nos ressources, mais aussi avec le besoin que nous exprimons pour protéger ces ressources. C'est ça le plus important dans des discussions telles que ceux qui ont été entrepris ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de la participation du pays? Parce qu'il y avait des objectifs à atteindre. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que les objectifs que vous vous étiez consignés en venant ici, vous les avez donc atteints ou pas? Parmi les objectifs que nous nous étions assignés, il y avait la consolidation du leadership climatique de la RDC. C'est un objectif qui est difficilement mesurable parce qu'il est qualitatif. Et je crois que de ce point de vue-là, les retours que nous recevons témoignent que la RDC est de plus en plus présente dans les esprits d'abord. On ne sait plus réfléchir climat sans la RDC. Et ça, je peux dire que c'est un objectif qui continue à être atteint. Le second objectif, c'était de pouvoir conclure des partenariats. Et vous avez vu que la République démocratique du Congo a signé avec les États-Unis d'Amérique un partenariat extrêmement stratégique sur la création d'un groupe de travail sur le développement durable en RDC. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait et dans les termes de ce groupe de travail,
Le groupe aura la tâche de définir de nouvelles orientations pour la coopération RDC-États-Unis en matière de lutte contre les changements climatiques et de développement durable. C'est un gros résultat. Et ça sous-entend que vous n'allez plus exploiter du pétrole? Non, ça sous-entend pas ça, parce qu'il n'y a pas un lien direct entre un groupe de travail RDC États-Unis. Parce que ce groupe vient quand même des discussions qui ont eu lieu à Kinshasa sur la possibilité ou non d'exploiter du pétrole en RDC. Oui, l'un des objectifs du groupe de travail ou l'une des axes d'intervention de ce groupe de travail, c'est de s'assurer à ce que, pas seulement l'exploitation pétrolière, mais nous avons aussi l'exploitation minière et toutes les autres formes d'exploitation qui ont lieu dans le bassin du Congo, en RDC plus précisément, que ces exploitations se passent en respectant les normes environnementales au niveau international et dans le cadre légal congolais. Donc le groupe de travail n'a pas vocation de dire non à l'exploitation pétrolière de la RDC, mais il a vocation plutôt à faire en sorte que le pays fasse cette exploitation en respectant les normes environnementales, ce qui d'ailleurs est aussi un objectif national, parce que nous ne sommes pas un pays anti-environnement. Nous avons au moins 13% de nos espaces forestiers qui sont mis sous statut de conservation, donc sous statut d'aire protégée, ce qui est énorme. Ça équivaut, je crois, à peu près, il y a plusieurs, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, c'est 13%, mais je voudrais l'exprimer en termes d'hectares. Donc la RDC, c'est un pays qui fait beaucoup pour le monde, et je crois que le monde ne sera pas ingrat si aujourd'hui, pour paraphraser le président de la République qui a dit que autant nous avons besoin de pain, autant nous avons besoin, je m'excuse, de protéger l'environnement, autant nous avons aussi besoin de pain. Personne ne nous punira par rapport à ça, parce que la réalité c'est que la pauvreté, l'extrême pauvreté aujourd'hui, le manque d'emploi de la jeunesse, le manque d'alternatives économiques pour la plupart d'entre nous font que nous allons exploiter les forêts, les arbres qui sont derrière la maison. Mais aujourd'hui, si la population congolaise, avec un revenu amélioré au niveau national, peut avoir des alternatives, que ce soit dans les secteurs pétroliers ou dans les services qui seront nés issus du secteur pétrolier, nous pouvons très clairement faire le lien de cause à effet entre le développement d'un tel secteur, les revenus que ça va entraîner au niveau national et la baisse de la déforestation. Je crois qu'au finish, c'est ce que tous ces COP visent. Les COP visent à ce que nous déforestions moins et que nous puissions planter un peu plus d'arbres pour aider à guérir la planète. Et la RDC est totalement dans ce schéma-là. Mais que répondriez-vous à ceux qui pensent que la RDC fait beaucoup de bruit parce que vous avez des forêts, mais dans l'entretemps, vous devez aussi comprendre que les forêts, vous les avez trouvées, ce n'est pas un bien que vous avez planté, mais c'est un bien que vous avez trouvé. Vous ne devez pas quand même vous acharner contre les autres parce que vous disposez beaucoup de forêts, vous devez être récompensé. Est-ce que vous partagez le point de vue de ceux qui pensent comme ça? Non, la RDC n'est pas récompensée parce qu'elle a des forêts. Ce qui est récompensé, c'est ce qu'on appelle les efforts en vue de réduire les émissions dues à la déforestation. Vous ne faites pas assez d'efforts par rapport à ça? Non, mais les efforts sont en cours. Peut-être que la personne qui soulève cette question n'a pas l'information, mais les efforts sont en cours. Les efforts sont en cours. Nous avons tout un programme RAID qui existe et il a des ramifications dans toutes les provinces de la RDC. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est le plan d'investissement RAID qui n'arrive pas à être financé. C'est là le problème. Le monde veut que la RDC ne touche pas à ces forêts. Parce que ces forêts sont le poumon de l'humanité. C'est vrai. Mais le monde n'est pas prêt à financer, à payer ce qu'il faut pour maintenir ces forêts vivantes. Alors que nous, que ce soit notre histoire en tant que peuple du bassin du Congo, ou notre présent, en tant que pays sous-équipé pauvre, nous vivons des forêts et nous vivons dans les forêts. Tout ce que nous faisons du matin au soir, quelque part, il y a un arbre qui en souffre. Donc ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de créer des alternatives. Lorsque
j'utilise mes makala pour cuisiner mon maïs, pour préparer mon maïs afin de manger, j'ai besoin d'avoir une autre source d'énergie. Ça, c'est un investissement. Mais le monde veut que la RDC fasse cet investissement seul pour protéger les forêts qui vont bénéficier au monde entier. On veut bien si on en a les ressources. Mais dans les conditions actuelles, nous n'avons pas ces ressources-là. Et donc, si les forêts bénéficient au monde entier, pourquoi est-ce que les pays qui ont des ressources et qui ont bénéficié de l'industrialisation qui a causé le changement climatique ne viendraient pas participer à cette solution? C'est une question qu'il faut se poser. Il ne faut pas regarder seulement la RDC. La pauvre RDC, ce n'est même pas un pays émetteur. Les autres sont des émetteurs. Mais nous, nous sommes un pays séquestrateur. Donc nos forêts, non seulement séquestrent nos émissions, mais nos forêts séquestrent aussi les émissions des autres. Ça, déjà, c'est quelque chose que le monde devait valoriser si réellement le monde comprend ce que signifie changement climatique et les mesures qu'il faut pour lutter contre ces phénomènes. Mais justement, cette question a été à l'ordre du jour lors de la COP parce qu'il s'agit des financements, mais apparemment la question n'a pas avancé. Est-ce que la RDC a un plan B? Bon, la RDC ne peut pas, je parle sous réserve de ceux qui sont de ma hiérarchie, la RDC ne peut pas avoir de plan B. La RDC a un plan naturel basé sur la nature. Nous protégeons les forêts, mais les prix qu'il faut payer pour protéger les forêts, financer, mettons-nous ensemble. Nous sommes plus de 190 pays à travers la planète. Les pays qui sont responsables de 80% d'émissions qui causent le changement climatique, il n'y en a que 20. S'ils peuvent se mettre ensemble, ils vont bouger les choses dans les bassins du Congo. Ils peuvent aider à planter, à replanter, à restaurer la forêt du bassin du Congo. Ils peuvent aider à protéger les forêts. Ils peuvent aider à donner des alternatives en termes d'énergie, en termes d'agriculture, en termes d'activité économique, l'économie verte. Ils ont ce qu'il faut. L'accord de Paris, je crois que c'est l'article 15 qui parle aussi, et l'article 21, qui parle des mécanismes de transfert des technologies. C'est-à-dire l'accord de Paris entrevoyait déjà cette situation où les pays équipés devraient transférer des technologies aux pays sous-équipés afin que ces pays qui sont sous-équipés mettent ces technologies à profit pour baisser la déforestation et pour reforester là où c'est reforestable. Le problème, c'est que ça ne vient pas. Ça ne vient pas ou ça vient à compte-gouttes. Et ça devient inquiétant que ceux qui ont causé le changement climatique soient les mêmes aujourd'hui à dicter les règles qu'il faut. Ils donnent des engagements auxquels ils ne répondent pas. Et quand ils font des rapports sur les engagements qu'ils avaient donnés, ce sont des chiffres qui nous surprennent. Par exemple, avec les 100 milliards, nous étions surpris en 2020 de voir qu'il y a eu un rapport de l'OCDE qui nous a dit « vous avez déjà plus de 86 milliards par année que nous vous donnons ». C'est ridicule. Entre nous, admettons que ces 100 milliards, tels qu'ils l'avaient promis à Copenhague, c'est ce que le rapport de l'OCDE a déclaré. Ça veut dire que les 100 milliards en question n'ont aidé à rien résoudre parce que le problème, il est entier sur le terrain. L'article 9 de l'accord de Paris, le paragraphe 5, les oblige même, oblige les pays émetteurs, les pays industrialisés, à annoncer à l'avance les enveloppes qu'ils allouent à la lutte contre le changement climatique aux pays qui en sont bénéficiaires. Ça n'a jamais été le cas. Nous sommes surpris d'apprendre que telle organisation, tel pays avait tel projet à hauteur de tel financement. Non seulement on est surpris d'entendre ces rapports-là, ces chiffres, mais on est surpris que lorsque nous allons sur le terrain, les résultats sont mitigés. Et nous posons une question simple. Qui triche et à qui profite la tricherie s'il y a tricherie? Parce que ça ne profite nullement pas au système climatique mondial. On a besoin de voir qu'il y a des forêts qui sont protégées de la déforestation. On a besoin de voir qu'il y a des espaces qui sont reboisés, donc qui séquestrent le carbone atmosphérique. On a besoin de voir que l'action climatique avance au niveau international. C'est ça le cri de la RDC. C'est ça le cri du bassin du Congo, que nous allions vers plus d'action au lieu d'aller vers plus de promesses. Moi, j'ai même fait une proposition
lors d'une réunion ici, à Sharm el-Sheikh, j'ai dit aux pays industrialisés qui font des promesses, plutôt que de faire des promesses, faites des actions, ensuite emmenez les rapports des actions que vous avez entreprises. Ça va aider le climat de la planète, plutôt que d'annoncer des milliards aujourd'hui. Et lorsqu'on revient l'année prochaine, lorsqu'on ira à la COP28, que Dieu nous préserve, nous garde en vie, vous vous rendrez compte que rien de tout ce qui avait été dit n'aura été fait. Mais justement, ces tableaux sombres que vous dressez, ça fait des années qu'on ne fait que dresser ces mêmes tableaux. Alors, cela ne veut-il pas dire qu'il faut voir les choses autrement et que peut-être que les pays du bassin du Congo, dont la RDC, qui est notre pays, doivent penser, voir les choses autrement? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une autre façon de se prendre en charge? Là, vous touchez à une question extrêmement sensible. Vous touchez aux relations qu'il y a entre le changement climatique et l'histoire de l'Afrique, l'histoire des pays en développement. Si nos États étaient libres politiquement, libres économiquement, s'il n'y avait pas de manipulation, des mains noires, des mains basses sous l'Afrique, l'Afrique ne serait pas dans ces conditions ici. Donc, vous touchez à une question extrêmement sensible. C'est un idéal, en fait, auquel vous faites allusion, que nous puissions nous prendre en charge. Mais la vraie question, c'est qui nous laissera nous prendre en charge. Nous ne le disons pas par faiblesse, je le dis par connaissance. Tous les livres disent la même chose. Chaque fois qu'en Afrique, il y a eu un fils de l'Afrique qui a voulu que ce continent se prenne en charge, il a été abattu, il a été tué, ou alors on lui a collé tous les noms, et souvent on lui a fait vomir par ses propres frères africains. Donc, nous sommes dans un contexte extrêmement... c'est malheureux le sort de ce continent, mais devrions-nous nous fermer les lèvres, fermer la bouche pour autant? Non, on doit parler. On doit parler et on doit continuer à parler, insister sur les solutions qu'il faut pour l'Afrique. Et insister parce qu'un jour, ce sera trop tard de dire ce qu'on devait dire aujourd'hui. Parce que plus les années avancent et plus les forces obscures qui exploitent sans gêne les ressources de la planète au détriment de la planète et au mépris des rapports qu'ils connaissent, que ce soit les rapports du GIEC, que ce soit les rapports verticaux des États et ainsi de suite de plusieurs organisations qui tirent la sonnette d'alarme sur l'exploitation irrationnelle des ressources de la planète. Ces pays, ces industries, ces sociétés puissantes, multinationales, elles s'en foutent. Et c'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème. Se prendre en charge dans ce cas concret. Tu es journaliste. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce qu'on a besoin de baisser la déforestation. Se prendre en charge voudrait dire que soit la RDC baisse la déforestation à sa propre charge. Ça, on peut bien avoir cette volonté, mais on n'y arrivera pas. La RDC, c'est un grand pays. Nous avons plus de 120 millions d'habitants, donc 120 millions de bouches à nourrir. Et traditionnellement parlant, nous, les Bantous, nous vivons de la déforestation. Nous plantons le maïs, le manioc, les haricots en déforestant. Donc, se prendre en charge, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. C'est dangereux de le dire. On ne peut pas non plus aller dire, bon, on va déforester sciemment. Tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer à vivre comme on a toujours vécu, essayer de protéger la nature comme on le peut et observer ce qui arrive. Parce que c'est bien aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse, c'est bien aujourd'hui d'entendre certains discours qui blâment l'Amazonie. Ils disent que l'Amazonie, le Brésil a exploité. Aujourd'hui, le monde a perdu son premier poumon et ainsi de suite. C'est bien de dire tout ça. Mais la question simple, c'est est-ce que vous avez posé les gestes qu'il fallait vis-à-vis du Brésil pour accompagner le Brésil à préserver ses ressources forestières? Deuxième question, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans le bassin du Congo, ce n'est pas ce qui s'est aussi passé en Amazonie, où les Brésiliens ont plusieurs fois appelé à l'assistance internationale pour protéger un bien d'une importance mondiale. Mais personne n'est venu
accompagner le Brésil. Lorsqu'il fallait dépenser, le monde laissait le Brésil le faire seul. Et quand il fallait se plaindre de l'exploitation, tout le monde avait une voix, tout le monde avait quelque chose à dire. C'est la même chose qui se passe dans le cas du bassin du Congo, où lorsque nous touchons à nos forêts, c'est le monde entier. En tout cas, ceux qui ont des bouches parlent, et ils ont raison de parler. Mais lorsqu'il faut financer pour protéger ou restaurer, c'est à compte-gouttes que ça arrive. Et en ce moment-là, il n'y a que nous qui avons une bouche pour parler. Et c'est ce que nous avons fait ici à la COP. On a parlé parce qu'on n'aimerait pas qu'on arrive un jour à parler quand c'est trop tard. Il faut parler maintenant. Alors, parlons organisation. La RDC a drainé combien de participants? Vous faites allusion au nombre de personnes que nous avons déléguées. Bon, nous avons les listes que nous avons ici. Le seul moyen de contrôle que nous avons nous permet d'avoir autour de 200 participants qui sont venus de la RDC et qui ont pris part à la COP. Alors, contrairement aux autres COP des années dernières, on reprochait un peu à la RDC la désorganisation dans le sens justement d'organiser les négociateurs. Est-ce que cette année, on peut penser que les choses étaient bien organisées et que les négociateurs congolais étaient dans presque toutes les salles ou bien dans presque toutes les sessions pour lesquelles la RDC devrait tirer profit? Oui, un effort monumental a été accompli cette année. Les négociateurs congolais, comme vous dites, ont été présents pratiquement dans toutes les salles et ils ont suivi pratiquement tous les sujets. Il est vrai qu'il y a ici et là des choses à améliorer. Ça ne manque pas parce que la COP reste un mécanisme extrêmement complexe. Je crois que vous avez eu la chance de circuler dans certaines salles. Il ne manquera jamais un siège où il y a un pays qui n'est pas là. Parce qu'au même moment, vous devez être partout et vous devez avoir des personnes qui sont équipées pour être dans toutes ces sessions. Donc, je le dirais, j'attends encore recevoir les rapports de toutes nos équipes que nous avons déployées sur le terrain. Mais je le dirais sans me gêner que l'organisation que nous avons déployée à Glasgow, si on la comparait à l'organisation que nous avons déployée ici à Sharm el-Sheikh, nous sommes beaucoup plus équipés et beaucoup plus organisés. Quelles sont les grandes leçons que vous avez tirées de toutes ces participations, au moins les 2 auxquelles vous avez pris part? Bon, pas seulement pris part, j'ai joué un rôle actif dans l'organisation, dans la planification, dans la pensée même de l'organisation. C'est une grande différence entre participer et agir en tant qu'organisateur. Donc, les leçons que nous tirons d'abord, c'est des forces et des faiblesses. Oui, bien sûr. Donc, la première force, nous la tirons du leadership environnemental de Maman Eve Bazaïba. Vous savez que c'est une dame qui a passé beaucoup de temps de sa vie dans de très grandes organisations où elle a été défenseuse des droits de l'homme. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Où elle a été au Parlement, donc pendant les 15 dernières années avant son entrée au gouvernement. Donc elle a une longue expérience parlementaire. Le Parlement, c'est un représentant du peuple, c'est quelqu'un qui parle pour son peuple, sans parler du temps qu'elle a passé à l'opposition et pour pouvoir améliorer les choses dans son pays, dans la gouvernance de son pays. Donc, les 2 COP, la COP 26 et la COP 27, ont bénéficié de l'empreinte personnelle de Maman Eve Bazaïba. Je suis conseiller, mais 2 fois je me dis, Excellence, entre vous et moi, maintenant, c'est vous qui devenez mon conseiller parce que tellement nous sommes éblouis par la clairvoyance, la vision environnementale et gouvernementale et climatique de cette grande dame que la RDC a. Et nous bénéficions beaucoup de ses recommandations, de la vision qu'elle imprime, de la direction qu'elle montre par rapport aux choses. Ça, c'est la première force. Nous avons eu un ministre qui est passionné des ressources de son pays, qui est passionné de son peuple et qui déploie des efforts immenses pour la visibilité de son pays et aussi pour faire entendre au même moment la voix de son pays. Comme je le disais tout à l'heure, pendant que vous ne pouvez pas être partout ailleurs, partout au même moment, il a fallu pour elle de définir des stratégies qui lui permettent d'aller vers une tangente qui soit le plus productif possible. Et c'est ce que nous avons appris, c'est ce que le pays a bénéficié
pendant les 2 COP ici. En termes de faiblesse, je dirais que dans la liste des faiblesses, il faut voir le sens organisationnel. Okay? Pas dans le sens où il n'y a pas d'atout, où il n'y a pas de volonté ou de planification, mais dans le sens où il faut embarquer tout le monde. Nous avons tenu des réunions préparatoires, mais même avec les personnes qui étaient toujours aux réunions préparatoires, à un moment donné, quand nous sommes arrivés ici, il y a des questions qu'elles continuent à se poser, alors que les réponses avaient déjà été données pendant les réunions préparatoires. Ça, nous notons. À l'avenir, nous allons essayer d'anticiper ce genre de situations, mieux préparer l'équipe congolaise, mieux préparer la participation de l'équipe congolaise. La 3e leçon que nous tirons aussi, c'est qu'il faut toujours faire les choses avant. Il faut se préparer tôt. Moi, je crois que nous allons commencer à préparer la COP 28 dès notre retour à Kinshasa. Parce que mieux nous préparons les choses à l'avance, mieux nous avons le recul qu'il faut et nous avons l'implication qu'il faut. Et la délégation congolaise, les présentations, les side events de la RDC, vous avez vu combien on a eu des side events de très haute qualité ici. Mais si on pouvait les faire encore longtemps à l'avance, ça nous permettrait vraiment d'avoir des présentations et des activités qui soient proches de la perfection. La perfection n'est pas de ce monde, c'est vrai, mais nous aspirons à des activités qui soient le moins réprochables possible. Ma dernière question, la RDC, dont disons les bassins du Congo, les bassins d'Amazonie, les bassins de l'Indonésie ont signé un partenariat où ils vont finalement travailler ensemble. Qu'est-ce que notre pays, la RDC, peut tirer comme profit dans ces partenariats? Voilà, j'étais en train de parler justement des résultats obtenus à la COP. Et ça, c'est l'un des résultats. Donc, il y a la signature du partenariat RDC, Indonésie et Brésil. C'est un triangle qui gagne. Triangle forestier, triangle climatique qui gagne. C'est un partenariat qui a été longtemps pensé. Il y a même eu des propositions de textes pour sceller le partenariat. Mais une fois de plus, il a fallu attendre un dynamisme. Ce partenariat qui a été signé, c'est encore une fois de plus la signature de Maman Eva Zaïba dans son dynamisme où elle cherche à obtenir des résultats et elle les veut maintenant. Donc, nous en avons bénéficié. On n'a pas souffert de léthargie, les équipes se sont mises au travail et nous avons préparé ce qu'il fallait au niveau technique et le niveau politique ayant donné les orientations. Aujourd'hui, la RDC est dans ce partenariat qu'il va falloir tisser. Alors, qu'est-ce que la RDC gagne? D'abord, au niveau vocal, au niveau positionnement international, un partenariat comme ça est extrêmement stratégique. Vous avez les producteurs de n'importe quelle commodité, le pétrole, l'or, le diamant, le cacao, le café. Pour être fort, vous devez être ensemble, parler d'une même voix. Parce que si vous êtes ensemble, l'union fait la force. Vous pouvez contrôler les décisions au niveau international. Le Brésil, la RDC et l'Indonésie, les 3 pays qui ont signé, nous sommes à nous seuls propriétaires de plus, je crois, les chiffres, si mes chiffres sont bons, nous sommes propriétaires de plus de 52-53% ou même plus des bassins, des forêts tropicaux de la planète. Si pas plus. Hein. Non, pas 53. C'est 60, 75, 72. Je vais vérifier mes chiffres. Donc nous avons plus de 3/4, rien qu'à nos 3 pays, des forêts tropicales humides de la planète. C'est quelque chose avec le changement climatique. Nous avons une bombe atomique entre nos mains. Nous avons une bombe pour les négociations. Nous pouvons faire fléchir des décisions au niveau international. C'est l'idéal parce que si, par exemple, je vais donner juste un exemple, le prix du carbone forestier. C'est anormal que le carbone forestier ou la protection des forêts qui génère le crédit carbone forestier, qui est aujourd'hui demandé, réclamé par toute la planète, au même moment, la planète n'arrive pas à valoriser ces crédits carbone, qu'on les vende à des prix dérisoires. Ce n'est pas le cacao ici. Le cacao, c'est une option. Vous pouvez dire je consomme le cacao ou pas, mais ici, il est question du changement climatique.
On n'a pas d'option, on est obligé de protéger ces forêts, on est obligé de restaurer les ressources forestières dans nos 3 bassins. Et on ne peut pas les faire, comme je viens de l'expliquer, à nos propres frais. Les pollueurs sont là. Vous imaginez 20 pays qui sont responsables de 80% des émissions. Ils vous disent à vous de ne pas exploiter le pétrole alors qu'eux ne peuvent pas fermer leur gisement de pétrole. Quelque part, il faut avoir les yeux en place, les oreilles en place pour comprendre qu'il y a une injustice qui se passe. Et donc, tout porte à croire qu'il y a des pays qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y en a d'autres à qui on ne demande pas de compte et d'autres, ils ne sont pas autorisés de bouger le petit pouce. Je ne parle pas d'une rébellion ici. Je ne parle même pas d'une révolte. Je parle d'une justice. C'est injuste, ce n'est pas normal. Okay. Nous avons 10 milliards de dollars de budget pour un pays de 120 millions d'habitants, alors qu'il y a des villes de 2 millions d'habitants qui ont 20 milliards de dollars de budget. Écoutez, entre nous, il faut qu'il y ait un effort à faire au niveau international. Que les pays qui sont riches, qui sont vachement riches, arrivent à comprendre qu'en investissant dans les ressources forestières, dans nos 3 bassins, l'Indonésie, le Brésil et la RDC, ils investissent dans le système climatique mondial. La RDC n'est pas bénéficiaire, la RDC offre des espaces à protéger ou à reforester, mais le bénéficiaire, le vrai bénéficiaire, c'est la planète tout entière. Et ce qui bénéficie à la planète, il faut changer de discours vis-à-vis de telles ressources. Il nous faut leur faire comprendre ça. Ils le savent, mais il faut qu'ils nous l'entendent le dire. Comme ça, ils savent que nous savons ce qu'ils savent. Et de cette manière-là, nous pouvons nous asseoir et mettre à témoin leurs opinions publiques, leurs propres ONG, qui viennent nous scier les côtes ici lorsque nous avons coupé une brindille, mais qui ne savent rien dire lorsque eux, ils allument leur charbon, ils allument leur raffinerie. Et voilà, donc c'est ça, je parlais tout à l'heure du malheur de l'Afrique. C'est à